Je te laisse la parole, Céline. Oui, pardon. Heu, du coup, tu passes les, Oui, ouais, comme vous donc mettez. un petit résumé, en fait, un petit sommaire de ce qu'on va vous présenter. Le but, c'est d'être synthétique, de pas vous noyer et surtout voilà, de vous donner des éléments clés, autant autour de l'architecture, du FSE+, et après vous donner quelques éléments complémentaires sur qu'est-ce que l'innovation sociale, quelles sont les caractéristiques, les marqueurs de l'innovation sociale, et enfin, bah, orienter davantage ce qu'on attend, et enfin, tout ce qui est, éléments, vraiment «typiques» entre guillemets, les modalités de gestion du FSE, et puis après, quelques outils, des documents qui pourraient vous aider, et surtout nos adresses, mail pour pouvoir directement nous contacter. On est bien conscient qu'a priori, il y a personne qui arrive avec quelque chose de tout fait, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire, c'est que c'est une priorité d'investissement qui est récente, qui est peu connue, et donc là, c'est le but est de vous donner quelques éléments clés qui vont vous permettre d'avoir, vous peut-être, enfin on espère en tout cas, d'engager une réflexion de votre côté, et qui vous amènera à nous contacter pour dire: «J'ai une idée, je pense à quelque chose et ça et si», voilà. Nous après derrière on est là pour vous guider. Là, c'est vraiment une première présentation qui va peut-être soit, parachever un cheminement que vous aviez déjà commencé autour d'un projet, ou réorienter potentiellement une idée de projet qui était dans le fond d'un placard, manque de financement et cetera. Là, on est sur une belle opportunité, et ça peut vous permettre voilà, de vous remettre sur le chemin, ou voilà, de continuer le cheminement autour d'un projet, pour l'instant laissé de côté, autour des métiers en tension, l'orientation et cetera. Hem, je pense que tu peux passer, Violette, la slide, suivante. Donc là, très rapidement, on s'est déjà, plutôt plus ou moins présenté. En fait, du coup, moi-même, Madame Bauclé et Aïcha Rahal, représentent la direction Europe, au nom de monsieur Thomas Prix, qui est le responsable de département, FEDER FSE+ à la région, et Violette, Ferrand et Sandrine Henné, qui représentent, Pascal Minch, qui est le directeur de la mission Proche Orientation à la région, et donc qui est donc le service associé, le service métier, qui est, heu, notre bras thématique, sur cette question de l'orientation. Voilà. Ensuite, oups. En vraiment 2 mots, juste pour vous situer un peu, où est-ce qu'on se situe actuellement, et quel va être surtout le document qui sera un peu la référence en la matière. En fait, on part de la politique de cohésion, qui est tout là-haut en gros, et on va en entonnoir en fait. C'est qu'on part d'une volonté de l'Union européenne, et plus précisément de la Commission, de réduire les écarts de richesse et de développement entre les régions de l'Union européenne. On descend, et après il y a un, comment dire? Des accords au niveau national, puis on descend, on arrive au programme régional, qui est du coup un texte, qui est purement lié, à la région des Hauts-de-France, qui est issu de négociations avec la Commission européenne, et ensuite on va encore vers le plus spécifique, vers le plus concentré, à savoir le document de mise en œuvre, qui va vous présenter en fait chaque priorité d'investissement, et dans chaque priorité d'investissement, on aura, en quelques pages, les actions qui sont attendues, la typologie de dépenses éligibles, le public éligible, hem, le taux d'intervention et cetera. Donc en fait, on part d'une «idée générale» entre guillemets, et on arrive au niveau national, on arrive au niveau régional, et après vraiment de manière extrêmement spécifique au document de mise en œuvre, qui est un peu un outil pratique, en fait, qui est la déclinaison pratique du programme régional, qui lui, est quand même un peu, pardonnez-moi l'expression, mais un peu étouffe-chrétien. Et du coup, le document de mise en œuvre va lui, préciser les choses, et surtout, être beaucoup plus synthétique. Mais quand on a un doute, on se réfère toujours au programme régional, parce que le domo peut pas décliner tout.
et en fait, nos limites se situent au niveau du programme régional. Donc vous allez voir, on va vous présenter, il y a quelques lignes qui concernent, l'innovation sociale autour de l'orientation et de la présentation des métiers. Ça se résume en 10 lignes, donc c'est très simple. Par contre, si vous vous dites: «Bah, moi, mon opération, elle rentre pas là-dedans, je vois pas où je pourrais la caser», bah, globalement, il faut toujours se référer au programme régional. Ce sera lui notre limite et parfois quelque chose qui rentrera pas dans le document de mise en œuvre qui est vraiment très précis, pourra peut-être rentrer dans le programme régional et du coup, le but, c'est qu'on pourra peut-être s'arranger, voilà, pour, modifier ce document. On peut toujours modifier le document de mise en œuvre afin de faire rentrer votre action. Donc je vais arrêter là parce que je crois que je vais trop loin. Mais voilà, c'est pour vous signifier, pour ceux qui sont un peu nouveaux en la matière, que le document de mise en œuvre qu'on vous mettra en lien, qu'on peut vous envoyer, qui est sur le site de la région, c'est le référentiel, en la matière et vous trouverez, hem, comme je disais, pas tout ce dont vous avez besoin, mais ce qui pourra largement orienter votre typologie d'action. Voilà. Ensuite, en 2-3 mots, c'est juste pour vous montrer le programme régional Hauts-de-France. Il se décline en 8 thématiques d'intervention qui sont réparties entre le FEDER, le Fonds de développement régional, le FSE+, le Fonds social européen et le FTJ, Fonds de transition juste. Sachant que, comme vous pouvez le voir, le FSE+, hem, est orienté sur, l'objectif spécifique 4, une Europe plus sociale et vous verrez, n'est lié au FSE que ce qui est situé en bas à droite, donc la formation des demandeurs d'emploi et la lutte contre le décrochage. En gros, hein, on a résumé un peu, l'intervention de la région en la matière. Voilà et dans cette thématique, on retrouve, d'une part l'orientation et plus spécifiquement l'orientation autour de la priorité d'intervention 10, innovation, expérimentation sociale. Voilà, du coup, là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, comme je disais précédemment, l'objectif spécifique 4 se décline en 4 priorités d'intervention. Celle qui nous intéresse, c'est la P10, innovation et expérimentation sociale. C'est vraiment celle-là sur lesquelles est tournée, l'intervention d'aujourd'hui. Sachant que la mission Proche Orientation intervient aussi sur la Ouais. priorité 9 en orientation et découverte des métiers et des Mmh. formations, mais on va dire là pour des actions classiques qui n'ont pas de caractère innovant et voilà. Donc Voilà. si Ça vous se avez des limite pas, idées qui ouais. ne sont pas innovantes, on peut quand même vous écouter, hein. Ouais, Nous aujourd'hui, c'est c'est vrai. vrai qu'on va parler de la priorité 10. Bien joué, Violette. Ouais, voilà, c'est vrai effectivement, on travaille avec la mission Proche Orientation aussi sur la priorité 9. On l'a fait aussi sur la P8, mais maintenant c'est sur la voilà, P9 et globalement, on est sur la même thématique d'orientation en découverte des métiers, c'est ce qui est inscrit. Sauf que voilà, sur la P10, ça revêt, des caractéristiques, bien spécifiques liées à l'innovation sociale. Mais effectivement, si vous avez une opération, un peu classique, qui sort pas qui sort moins des rangs, n'hésitez pas à nous solliciter sur la P9. Voilà, priorité 9. Donc qu'est-ce que l'innovation sociale? Alors c'est un très vaste sujet, mais vraiment en quelques mots, et on insiste beaucoup là-dessus parce que, du coup, c'est récent, comme je le disais, la commission est à la loupe dessus. Vous allez voir que le cofinancement, spoiler alerte, est, extrêmement, intéressant. Donc tout ça pour vous dire que, on va beaucoup insister sur le côté, les marqueurs de l'innovation sociale et à travers cette définition, hem et que voilà, c'est pas, n'est pas innovante, une opération, voilà, en claquant des doigts. Ça demande, quand même un certain nombre de réflexions et je dirais même voilà, un cheminement, partenarial. Donc l'innovation sociale, donc ça consiste à élaborer en fait Des réponses. des réponses, pardon, je suis conditionnée. Des réponses, nouvelles, à des besoins sociaux qui sont, soit peu couverts, soit pas couverts, soit mal couverts, dans les conditions actuelles, du marché et des politiques sociales qui sont menées. Donc les éléments, vraiment, caractéristiques, c'est, la participation et la coopération à la fois, des acteurs institutionnels du territoire, mais aussi alors ça, on sait que c'est parfois plus compliqué, mais
on essaye de le demander quand même, c'est, la participation des utilisateurs, des usagers, donc en l'occurrence des jeunes hem, qui vont être partie prenante dans les actions que vous souhaitez mettre en place. Hem, donc ça revient au même, mais il faut que la réponse, elle soit vraiment distincte de ce qui existe sur le marché, mais que c'est pas cette distinction, elle est pas forcément dans la réponse en tant que telle, elle est aussi dans les modalités de la réponse. Ça veut dire que ça peut être très bien, organisationnel, ça peut être voilà, le fait d'apporter une réponse, groupée, partenariale, ça peut en tant que tel les modalités d'organisation peuvent en tant que telles être innovantes. C'est-à-dire que la réponse apportée, la finalité l'est peut-être pas forcément tant que ça, mais la manière d'apporter la réponse peut être en tant que telle innovante. Donc je ne sais pas si c'est extrêmement clair, mais voilà, c'est pour faire une distinction entre les différentes typologies, de l'innovation sociale. Hem, donc dans le cas présent, ce seront des projets qui devront porter donc sur la thématique, bien évidemment, de l'orientation, de la découverte des métiers, au plus proche du public, jeune et spécifiquement scolaire, pour répondre à des problématiques en matière de compétences recherchées sur le territoire. Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Et quelles sont les pistes qu'on n'a pas encore explorées? Voilà. Et ensuite, donc là, on est vraiment sur les critères. Donc il y a pas que cela, mais ce sont les critères principaux et c'est ces critères-là que nous, on va examiner. Vous nous déposez un projet où vous avez une idée, prenez appui sur ces critères qui sont reconnus, en fait, au niveau de l'Union européenne, qui sont des critères reconnus. Donc pour monter votre projet, interrogez-vous sur: «Est-ce que mon projet, il?» et prenez voilà, là, c'est les principaux. J'ai envie de dire que quand on dépose une si vous déposez une action où vous avez une idée qui répond de manière très satisfaisante à au moins 2 bons tiers des critères, je dirais qu'on est déjà sur une piste plutôt intéressante. Donc un besoin social, comme je disais précédemment, qui, est pas ou peu couvert sur votre territoire. Bien sûr, du coup, une volonté d'apporter une réponse nouvelle, une solution non explorée. Heu, une capacité à évaluer. Clairement, c'est un élément, qui est un peu négligé, mais sur lequel la Commission européenne est plutôt intransigeante. Il faut que vous ayez la possibilité d'avoir un certain nombre d'outils qui permettent d'évaluer la réponse et un certain nombre d'indicateurs aussi. Une vocation à changer d'échelle, alors ça, on sait que c'est un peu, malheureusement, c'est pas toujours le cas, et c'est difficile et on sait que dans les faits, on a encore peu de recul sur la question, mais que dans les faits, ça se fait encore assez peu. Mais la volonté première, c'est le changement d'échelle. C'est vraiment de diffuser la réponse. Si votre projet marche bien, d'où en fait un des critères en dessous, c'est qu'il y a une prise de risque. Clairement, vu que c'est une réponse nouvelle, la prise de risque, elle est là. On vous demande de prendre des risques et on n'attend pas forcément, une réponse entre guillemets, «à la hauteur» de ce que vous imaginiez. D'où la prise de risque. Parfois ça marche très bien, parfois ça marche pas forcément, comme on l'aurait voulu. Mais voilà, donc du coup, il y a la prise de risque et la volonté éventuellement de diffuser sur d'autres territoires et pourquoi pas, au niveau à l'échelle de l'Union européenne, la réponse apportée. C'est-à-dire, bah, moi, ça a bien marché sur mon territoire, pourquoi pas ailleurs? Parfois, il y a des réponses qui sont apportées sur des territoires qui, pour le coup, sont absolument pas transposables ou partiellement transposables. Mais voilà, donc il y a une volonté de changement d'échelle si les résultats sont pertinents. Le portage, ça, c'est hyper important par un collectif d'acteurs. C'est pas faire son projet dans son coin. C'est vraiment, on vous demande d'avoir un diagnostic qui est un peu partagé. On vous demande de vous parler et de dire: «Bah, voilà, chacun a sa compétence, chacun est complémentaire. On a remarqué que, tiens, si on faisait ça?» Voilà, donc ça sous-entend pas forcément un portage, financier de l'opération à plusieurs, mais au moins, de pouvoir, de montrer que vous êtes concertés et que la réponse que vous souhaitez apporter, elle est partenariale, elle est, basée sur un constat, un diagnostic, commun. Comme je disais tout à l'heure, une capacité à prendre des risques, heu et du coup, qui dit risque dit qu'on on n'attend pas forcément,
bah, alors, le but, c'est qu'il y ait des bons résultats, on s'entend. Mais la prise de risque dit, bah, parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est comme quand on monte une entreprise, on aurait beau tout faire au niveau, diagnostic, éléments à mettre en œuvre, tout sécuriser, bah, parfois ça marche pas et c'est comme ça. Enfin, pareil, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, une implication du public directement concerné pour l'élaboration et le déroulé de l'action. C'est vraiment un plus et c'est ce qui aide parfois à rendre plus efficientes les, mmh, les Les- opérations. Bah, voilà, consulter, si vous le pouvez, un panel de jeunes. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas actuellement? Qu'est-ce que vous espéreriez? Enfin, voilà. Donc c'est à la fois dans l'élaboration de l'action, si vous arrivez à avoir une implication de vos jeunes, et éventuellement, ça c'est encore mieux, dans le déroulé de l'action, avoir, je sais pas, des ressentis, des retours d'expérience, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Enfin voilà. Pardon, je viens de voir une question public cible. Non, c'est pas exclusivement le public scolaire, dans le cadre de cette priorité d'investissement 10. On essaye, comme on est sur l'orientation, effectivement, on est prioritairement sur du public scolaire. Mais voilà, l'intitulé, c'est entre guillemets, c'est jeunes. La cible, c'est jeunes moins de 30 ans. Décrocheurs, enfin voilà, mais s'ils sont plus dans le système scolaire, Étudiants, c'est OK, quoi. apprentis. Oui, Violette? un peu plus tard la présentation, hein, sur le public cible. Oui, voilà, ça arrive après, vous inquiétez pas. Donc, je crois que je te passe la parole, Violette? Si tu veux. Non, je sais, je crois qu'on voilà, je crois qu'on Non, arrive sur après, les après ah oui, pardon. Bon, on bah, parle du vas-y. boulot, mais si tu veux, je t'en parle. Non, non, mais enfin, attends, je vais finir sur le domo. On en parlait tout à l'heure. C'est le document de mise en œuvre, qui était évoqué tout à l'heure, qui est notre, comment dire? Texte, De de référence. base, de référence, pardon et ce qui concerne l'orientation sur la priorité 10, alors je suis désolée, pardon, parce qu'en fait, je vois les trucs qui apparaissent, les bulles de conversation sur les côtés et ça me j'ai déjà une concentration extrêmement limitée, donc j'essaye de me focus, donc je suis désolée si je c'est Bah, un ce peu que je brouillon là. peux vous proposer, Mais c'est que vous gardez vos questions sous le coude. oui, À la fin de cette partie-là, hésitez sur la pas, ouais, diapo 16, il y a un temps d'échange, donc on rétablira les micros et vous pourrez poser vos questions à ce moment-là, ouais. parce que c'est vrai on peut pas toujours suivre tout ce qui se passe sur le chat. C'est ça, voilà. Donc voilà, le domo, donc là, ça vous en fait, c'est les typologies d'actions qui sont finançables dans le cadre de la priorité 10 sur l'orientation et la découverte des métiers. Hem, En gros, c'est, toute initiative territoriale qui va favoriser un changement d'échelle, et d'installer une politique globale d'accompagnement des jeunes sur cette thématique. Le déploiement de dispositifs, alors on a mis notamment numériques, innovants et pédagogiques d'aide à l'orientation, destinés, à des publics les plus éloignés quand même de l'information sur le territoire des Hauts-de-France. Et alors j'ai mis notamment, je ne sais pas si vous voyez sur le PowerPoint, parce qu'actuellement ce petit notamment, il n'y est pas dans le document de mise en œuvre, mais on peut le modifier et on a décidé en fait afin, bah, d'élargir la typologie de dispositifs que vous pourriez mettre en place, d'ajouter ce notamment, ce qui fait que ça vous ouvre en fait des portes, j'ai envie de dire immenses parce que notamment ça veut un peu tout et rien dire. Mais je précise qu'on doit toujours être dans la limite de ce que peut dire le programme régional, hein, qui est le texte un peu au-dessus, qui est un peu le grand chef. Mais voilà, ça vous donne, une «largesse» entre guillemets de projets possibles puisque c'est tout dispositif en gros qui est innovant, pédagogiquement parlant, notamment pédagogiquement parlant, et qui va aider à l'orientation et qui a vocation quand même toujours, hein, on reste dans le FSE, à aller vers des publics qui ont, prioritairement le moins accès, à l'orientation. Donc voilà, c'est vraiment, bah, dispositif innovant, quoi, en matière d'orientation. Donc à vos idées, donc voilà, référez-vous quand même à ce document, mais sachez que parlez-nous de votre demande, exposez-nous votre projet et on vous dira si ça rentre ou ça rentre pas, quoi. Mais ça vous donne quand même, des pistes
de la typologie d'action que l'on va pouvoir financer sur cette priorité et sur cette thématique Proche-Orientation. Voilà. Pour le Alors, coup, je te passe la parole. oui, on a indiqué enfin, si on vous donne cette référence du document de mise en œuvre, c'est que sur cette priorité 10, pour la mission Proche-Orientation, on ne fonctionne pas par appel à projet. C'est bien Mmh. pour ça que c'est ce document-là qui est la référence, parce que nous n'avons pas d'appel à projet. Donc, ça signifie que vous pouvez vous référer à ce document-là, qui sera le fil conducteur de notre analyse aussi du côté de la région. Je dirais que pour compléter, c'est moins coercitif parce qu'un appel à projet, ça va vous j'allais dire, ça ligote un peu. Hem, ça vous permet moins de fantaisie, dirais-je. Néanmoins, voilà, l'appel à projet est quand même plus cadrant. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Il y a plus d'éléments, en fait, vous pouvez vous référer à un document, vous n'en sortez pas, vous savez qu'en gros c'est éligible, ça passe, voilà. Là, on a que ce petit «paragraphe» entre guillemets, du coup c'est moins cadrant pour vous, c'est moins facile, mais ça permet pardon, mais ça permet quand même, davantage de «fantaisie», entre guillemets pour vous quoi, de fantaisie contrôlée. La fantaisie dans les fonds européens, vous avez peut-être pas entendu ça souvent, mais On est ouvert, on est assez ouvert, mais c'est vrai que c'est pas le terme, 1er auquel on pense, mais ça peut. On a des projets, sur la P10 qui sortent vraiment de l'ordinaire et sur lesquels on s'est dit: «Ah oui, et bah, pourquoi pas?» Voilà. alors, sur les caractéristiques générales des projets attendus, donc on va redire encore un petit peu ce qui a déjà été dit par Céline, c'est-à-dire qu'on attend des projets qui proposent une solution innovante en matière de découverte des métiers ou orientation du public scolaire, étudiant ou décrocheur, dans la limite d'âge de 30 ans, qui est la cible des actions de la mission Proche Orientation. À nouveau, le diagnostic partagé sur le territoire, sur les besoins non couverts ou non suffisamment couverts, le montage d'un dossier, d'un projet avec un suivi à plusieurs niveaux et surtout l'aspect partenarial, la capacité d'évaluation, ce que disait Céline, les indicateurs, l'évaluation du changement et éventuellement la possibilité de transposer sur un autre territoire, et puis la co-conception par plusieurs partenaires et l'association des jeunes et du public cible à la conception et au déroulé du projet. Là-dessus, je ne reviens pas, c'est ce qu'on a déjà dit dans les critères de l'innovation sociale. Alors, les porteurs de projets éligibles et le public cible. Donc, les structures de porteuses, je ne vais pas les lister toutes, mais on est quand même assez large. On va des associations aux collectivités territoriales, les autorités académiques, les organismes de formation. Voilà, vous avez toute cette liste de structures porteuses éligibles. Concernant le public cible, donc collégiens, lycéens, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, étudiants, demandeurs d'emploi, alternants et candidats à l'alternance, et le public NEET et le public qui accompagne ce public cible prioritaire, donc les familles, les accompagnants, qui peuvent évidemment à certains moments être concernés aussi par les actions, puisqu'on sait bien que l'orientation passe aussi par l'environnement du jeune et ce que la famille peut connaître des métiers et des opportunités sur le territoire. Donc, on peut aussi considérer qu'il est important qu'ils puissent aussi être impliqués. Alors, les critères de recevabilité des projets, un dossier de demande de subvention complet, ça c'est assez simple, entre guillemets, mais là-dessus, justement, avec la direction Europe, nous sommes vraiment là pour vous accompagner tout au long du montage du projet, justement pour que vous puissiez aboutir à un dossier qui soit complet. Et le but, c'est vraiment de travailler main dans la main. Alors, la mission Proche Orientation sur les aspects, on va dire, opérationnels, métier de votre dossier, et la direction Europe, on va dire, sur les aspects conformité au cadre européen de Technique, votre domaine. vraiment, Ouais, purement vraiment technique, quoi. technique. Ouais, tout à fait. Alors, sur les critères d'éligibilité, donc il faut que temporellement vous soyez dans le cadre et géographiquement. Donc géographiquement, on est bien d'accord, les actions doivent porter sur toute ou partie de la région Hauts-de-France. Au-delà,
on n'est pas concerné pour la région, donc on ne pourra pas financer. Vous devez être un porteur éligible et votre opération doit pouvoir être éligible. Il existe un seuil minimal de dépenses sur la durée du projet qui est de 200 000 euros. Donc là, c'est vraiment une donnée à prendre en compte. Ça veut dire que vous devez être en mesure de porter un projet de cette envergure et de cette dimension-là. Alors, 200 000 euros, sachant qu'on est sur une durée qui peut aller jusqu'à 3 ans. Donc, on est bien d'accord que c'est la somme, le seuil de dépense sur la durée totale du projet, donc 36 mois. Alors, après, il y a des notions de principes horizontaux de l'Union européenne. Donc là, c'est des choses qu'on pourra vous expliquer plus dans le détail. Si je ne me trompe pas, il y a le respect de l'égalité homme-femme, des choses comme ça. Enfin, voilà. Développement durable, ouais, non-discrimination, Développement durable. etc. Si vous êtes concerné par les aides d'État, vous devez respecter cet encadrement-là, qui est assez technique. Donc ça, je vais pas m'étendre là-dessus. Si vous êtes concerné, on en discutera précisément au moment où vous nous présenterez votre projet. Si vous êtes éligible, si vous êtes soumis aux règles de la commande publique, il faudra les respecter, ce qui est tout à fait logique, et les respecter scrupuleusement. Là-dessus, on est extrêmement vigilant puisque ce sont des fonds publics Et qui sont attends, attribués. Oui. je me permets de préciser, pardon, excuse-moi Violette, que parce que c'est pas le cas chez tous ceux qui portent entre guillemets du FSE, il faut impérativement que les marchés soient notifiés lorsque le dossier passe en commission. Donc c'est pas toujours très confortable pour les porteurs de projets parce on va vous demander clairement de vous engager sur des marchés, sur une opération pour lesquelles vous n'avez pas de certitude d'être financé. Alors je modère les propos dans la mesure où, en général, quand nous on est en train d'instruire avec vous et qu'on en est à l'étape des marchés, c'est que c'est éligible et que voilà, ça passera, a priori. Mais voilà, on peut pas s'engager, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de convention et nous on vous demande d'aller, les marchés potentiels, de les notifier. Voilà. Donc c'est que ça peut être contraignant, c'est ça que je voulais le préciser à ce moment-là. Mais sachez que quand on est à ce stade de l'instruction, on sait si le dossier va passer ou va pas passer. Les avis techniques, que nous donnons aux techniciens, sont extrêmement rarement, voire, enfin c'est vraiment très, 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 très anecdotique, remis en cause dans le cadre des comités de programmation. Voilà, je te relaisse la parole, Violette. Oui, alors bon, le respect des obligations réglementaires là-dessus, c'est trivial, donc ça me paraît évident, mais on le remet quand même toujours, n'est-ce pas? Par contre, en contrepartie, si vous êtes éligible et que votre dossier est recevable, vous pouvez bénéficier sur cette priorité, et c'est une spécificité de la priorité 10, d'un cofinancement FSE de 95% maximum. C'est bien ce qu'on signifiait aussi dans la partie précédente, c'est-à-dire que la prise de risque que vous amenez, elle est compensée par un cofinancement européen qui est extrêmement poussé, extrêmement intéressant, justement pour accompagner cette prise de risque et vous permettre d'aller sur des projets voilà, qui sont créatifs, innovants et auxquels il fallait penser. Et donc, on y va sur le soutien bien correctement. On souhaite, Alors, on souhaite pardon, excuse-moi. que les opérations portent prioritairement sur les territoires les plus vulnérables et concerner les jeunes et leurs familles les plus éloignées de l'information. Alors, ça n'exclut pas les autres, évidemment, mais c'est un axe important et souhaité des projets, que ce soit ce public-là aussi qui soit concerné, parce que l'idée de l'Union européenne, c'est d'aller vers une Europe plus sociale et donc d'aider les jeunes qui en ont le plus besoin. Je vous ai dit durée maximale des projets de 36 mois et le projet ne peut pas être terminé au moment où vous déposez la demande de financement. Et idéalement, il ne doit pas être commencé.
Maintenant, Ouais. voilà, c'est ce qu'on a dit. En même temps, les marchés doivent être notifiés, mais en même temps, bon, voilà, le projet, idéalement, il n'est pas commencé ou alors il est en cours de démarrage. Sachant que ouais, je c'est valable en fait, surtout pour la P10 où clairement, autant sur des projets classiques, qui roulent, le porteur «commence» ou «recommence» entre guillemets, hem tout en sachant que c'est éligible. Là, on est clairement sur de l'innovation avec les critères dont on vous a parlé précédemment. Ce serait quand même, une grosse prise de risque que de commencer le projet, sans ne serait-ce qu'en avoir parlé avec nous, quoi. Parce que, il faut qu'on vous dise, «Go, ça passe, ça fonctionne». Voilà, ce qui est moins évident, ce qui est moins, voilà, ce qui est moins, intuitif, je dirais, que sur des priorités, plus simples. Voilà. Donc on vous engage vraiment à venir en parler avec nous avant de vous lancer. Voilà. Alors, on a déjà pas mal parlé. Ouais, On va vous laisser justement nous poser vos questions avant de reprendre sur les modalités de gestion du FSE, mais là qui sont plus générales, qui ne sont ouais. pas liées que à la priorité 10, et puis vous donner les quelques petits outils et nos contacts en fin de présentation. Les collègues co-organisatrices, si vous pouvez rétablir les micros des participants pour les laisser poser leurs questions, s'il vous plaît. Heu Il y a un bouton, il y a un bouton, rétablir le son. Hem, je suis sur le la question. Gaël, tu crois que ou Aïcha, ça vous Je suis en train de regarder, mais je n'ai pas la main, j'ai l'impression. Alors sinon, je vais le refaire. Pareil, je j'ai ouais, pas je t'assure l'impression que d'avoir, c'est pas en tout cas, c'est pas c'est pas visible, ça saute pas aux yeux. attends, couper le son. Rétablir le son des co-animateurs, non? Johan! Bon, c'est pas grave, sinon, Bah, sinon, ouais, on j'allais va dire, bon, prendre c'est les questions qui sont dans le chat. ouais, ouais, je suis c'est vrai que, bon. Un IEJ revisité, non, pas du tout. Hem L'IEJ, c'est vraiment, sur de l'accompagnement vers l'emploi des jeunes. Donc c'est vraiment, de l'accompagnement, socio-professionnel. On est, typiquement dans ce qui peut être mené dans le cadre d'une mission locale où, voilà, le jeune, était, il y avait enfin voilà, on définissait avec le jeune, un son projet et le but était de l'amener vers l'emploi dans un temps très court, très concentré. Là, non, là, on est vraiment sur l'orientation, donc c'est vraiment, le côté, plus alors de base plus jeune puisqu'on vous disait que notre priorité c'était, collégiens, lycéens, étudiants. Donc voilà, on n'est pas encore vraiment dans la phase d'emploi. Là, le but, sur les opérations que vous allez mener, c'est pas on vous dit pas: «Le but, c'est que le jeune aille à l'emploi». Non, c'est que le jeune, il trouve sa voie déjà. Il trouve sa voie. Si, il y a du stage, s'il y a de l'immersion, s'il y a de l'entrée en formation, tout ça, ça c'est tant mieux. C'est tant mieux, mais s'il y en a qui vont à l'emploi directement après, c'est très bien aussi, mais on n'est pas sur l'IEJ où, on vous demandait, bah, il y a combien de jeunes à l'entrée? Combien sont à l'emploi? Voilà, il y avait des indicateurs très précis liés aux personnes. Là, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est voilà. Donc c'est plus, je dirais, «plus allégé» entre guillemets que l'IEJ. Les contraintes sont plus allégées que l'IEJ. Je remonte un peu. Est-ce cumulable avec d'autres financements FSE? Non, il est impossible de cumuler sur une même opération plusieurs fonds européens. Ça veut dire que même si vous allez, je dis n'importe quoi, nous mettre du Erasmus+ ou du FEDER ou ce que vous voulez, on ne peut pas cumuler sur une même opération. Alors, sinon, il faut faire 2 dossiers et sur des dépenses différentes et argumenter pourquoi il y a 2 dossiers. Voilà, c'est rare, ça arrive, mais c'est rare. Enfin, c'est rare, mais ça arrive, pendant l'autre sens. Mais le principe veut que sur une même opération, sur des mêmes dépenses, il est interdit de cumuler des fonds européens. Par contre, vous pouvez avoir des fonds régions, ça, c'est pas un problème. Des fonds régions qui vont venir abonder les 5
ou voilà, peu importe, mais tant que c'est pas du fonds européen. Hem, alors le public cible est-il oh ça je crois qu'on avait déjà répondu. Hem, qu'est-ce qu'on avait encore comme question? Cet aspect Alors innovation oui, ouais, éligible les pardon, projets déjà existants. absolument. C'est ouais, il faut d'où le fait qu'on est vraiment sur on vous disait: «Venez nous voir pour en parler». Est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne, entre guillemets, enfin une idée, une bonne idée qui souffre de manque de financement, qui est dans un placard et que vous aimeriez développer? Oui. Après, des projets existants où vous nous apportez un vrai plus, heu, voilà, alors, j'ai déjà envie de vous dire qu'en fait, un projet existant, par principe, et ça, c'est vraiment le principe, n'est pas vraiment éligible au FSE, puisque le FSE doit être l'élément déclencheur, qu'on soit dans l'AP10 ou dans n'importe quelle, priorité d'investissement. Sans le but, c'est que sans le FSE, sans le fonds européen de manière générale, vous n'auriez pas pu mener votre action. Donc de base, déjà, si vous arrivez, et je vous dis c'est de base, hein, avec un projet existant qui est déjà financé par autre chose que le FSE, on va vous dire: «Bah, pourquoi vous venez si vous avez déjà des financements, pourquoi venir nous voir?» Mais là, dans le cadre de l'innovation sociale, c'est non et renom. Si le projet existe, enfin, c'est pas éligible à l'innovation sociale. Sauf à ce que vous le transformiez, que vous alliez bien, bien, bien plus loin que ce que vous faites actuellement et qui du coup souffre, de ce manque de financement aussi, où vous dites: «Bah, on voudrait faire beaucoup plus, on a des idées, on voudrait aller beaucoup, beaucoup plus loin, mais on n'a pas les financements, on peut pas». Bah, là oui, pourquoi pas, mais il faut vraiment que le projet soit vraiment très pimpé, quoi. Alors, vers quelle heure on finira? Et bah, écoutez, je sais pas, mais je La dirais, demi. dans une demi-heure, 3/4 d'heure, non? Une demi-heure? Ah non, j'espère un peu moins, une Un peu vingtaine de moins? minutes. Ben, on Ça va essayer dépendra des d'être questions? vite sur la fin parce qu'une heure de webinaire, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc, Certes. Bah, voilà, je pense. Est-ce que vous auriez, il y a alors encore deux questions. oui, Le public doit être exclusivement des jeunes de moins de 30 ans déscolarisés. Donc là-dessus, non. Clairement, comme une bonne partie de notre public cible, ce sont les scolaires, justement, non. La limite de 30 ans, c'est plus la limite, on va dire, du public cible de la mission proche orientation, donc par extension de cette priorité 10 aussi. Par contre, scolarisés, non scolarisés, tant que c'est ouvert. le jeune est en recherche, a besoin de découvrir les métiers et cherche son orientation professionnelle, il est de notre public cible. Et ensuite, jusqu'à quelle date peut-on déposer notre dossier? Donc ça, j'allais y venir aussi après. C'est jusqu'à la fin du programme opérationnel régional, donc 31 décembre 2027. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas comme c'est pas un appel à projet, vous pouvez aller jusqu'à cette date-là. Alors on vous recomm avec une éligibilité de dépenses qui va jusqu'au 31 décembre 2029, si je ne dis pas Oui, de bêtises. c'est ça. Cependant, franchement, on vous engage pas du tout à les déposer le 31 décembre 2027, s'il vous plaît, parce que dans le cadre des remontées de dépenses, ce serait une galère sans nom. Donc non, ça doit être avant quand même, parce que, il faut que globalement, il faudra que tout soit certifié au 31 décembre 2029. Bon, à la louche, hein, à peu près dans ces eaux-là. Donc, on vous engage, plutôt s'il vous plaît, essayer de le faire sur 2026 quoi. Un peu max 2026, début 2027, dès que possible quoi. Voilà. Mais ça peut aller le projet peut aller, assez loin. Mais le dépôt, si ça peut la réflexion peut commencer, là, dans les jours, semaines à venir, même si ça prend quelques semaines, quelques mois, si derrière vous avez besoin d'un accompagnement assez, je dirais lourd, pas au mauvais sens du terme, mais un accompagnement, assez, conséquent, c'est pas un problème. Mais, il faudrait que les idées, commencent à émerger, l'envie, relativement rapidement. Voilà. Est-ce qu'un projet qui a déjà été mis en place mais n'est plus existant sur le territoire peut être éligible? Non, bah, non, parce que du coup, ça veut dire que c'est pas Innovant. bah, non, c'est pas innovant, quoi. Et concrètement, on vous le disait tout à l'heure, les critères, voilà, on va être assez intransigeant là-dessus. Vous imaginez bien que 95, on est la seule région en France
à émarger sur à proposer cette priorité d'investissement. Donc autant vous dire que quand il y a des réunions nationales, voire, au niveau de toute l'Union, comme l'État aussi a, la priorité, 10, mais L'innovation. en région, il y a que nous, enfin, ça s'appelle pas comme ça chez eux, mais ils ont aussi l'innovation sociale. Autant vous dire que quand on est quand on est à Bruxelles, bah, il y a la région Hauts-de-France et il y a la région Hauts-de-France, quoi. Donc on nous regarde, heu, voilà, on nous inspecte. En termes d'audit, je pense qu'on va y avoir le droit aussi. Donc c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire qu'on attend quand même des trucs qui sortent un peu des rangs et malheureusement, on n'ira pas forcément financer des projets qui souffrent, là encore, de financement. Il y a eu financement, mais il y a plus et vous dites: «Bah, là, c'est la belle occasion». Oui, mais non. Donc ou alors pareil, vous reprenez quelque chose qui est existant, qui marchait bien et mais vous le pimpez, vraiment, vraiment, quoi, pour le faire rentrer dans les critères. Ou éventuellement sur la priorité 9 qui n'est pas de l'innovation. Voilà, Et ça, on peut en discuter avec vous. ouais, tout à fait. La partie financière assumée par le porteur de projet doit-elle être constituée de fonds privés ou des fonds publics peuvent intervenir? At tu peux la refaire, s'il te plaît? Excuse-moi. Bah, en gros, les 5% restants, est-ce que c'est que du privé ou Ah est-ce que non, ça peut être aussi du fonds public? non, peu importe. En fait, c'est jusqu'à 100 de financement public, donc concrètement, vous pouvez, mettre les 5 ce que vous voulez. Ça peut Sauf être des de autres fonds européens. oui, bien sûr, oui. Ça peut être de l'État, ça peut être de l'autofinancement, ça peut être le crédit agricole, ça peut être, l'école de votre enfant, j'en sais rien, mais peu importe. Peut-on positionner uniquement du public déscolarisé? Bah, oui. A priori, oui. A priori, oui. Oui, quand on regarde le public cible, oui, oui, oui. Alors, combien de projets sont sélectionnés? Il y a pas de limite. La limite, c'est l'enveloppe. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu cette problématique. Si elle se présente, on vous le fera savoir, mais il y a pas on n'a pas de limite, on n'a pas de limite de nombre de projets, quoi. La limite, c'est l'enveloppe financière, heu et on a un petit peu de marge. Elle est pas voilà, il y a ça aussi, c'est qu'en fait, plus pour l'instant, on a l'enveloppe. Plus on attend, plus d'autres directions, elles sont des meilleures mangeuses que nous et l'argent européen, parfois, enfin le FSE dans ce cadre-là, peut filer vers une autre direction. Donc on fait tout ce qu'on peut pour préserver, l'argent, mais forcément, il faut qu'il y ait du projet parce que concrètement, c'est sûr qu'on va pas laisser de l'argent dormir. Tandis que d'autres, en ont besoin, donc d'autres, directions thématiques. Donc c'est pour ça qu'on vous engage quand même à le faire assez rapidement. Mais il y a pas de voilà, il y a pas de limite, si on est confronté à trop de projets, et ben, on fera des coupes ou je pense qu'on avisera. Mais allez-y pour l'instant. Mais par contre la doctrine, c'est quand même premier arrivé, premier servi, pour l'instant. On n'est pas dans le cadre d'un appel à projets. On peut divulguer le montant de l'enveloppe qu'on a ou pas? Et bah, on peut, mais je l'ai plus en tête, d'où le fait que je l'ai pas dit. Non, on a une enveloppe de 5 millions d'euros sur laquelle il y a déjà quasiment 1 million d'euros qui a été consommé. Ouais, je l'avais plus Donc il nous reste 4 millions d'euros. voilà. Sachant que, c'est des dossiers financés à 95%, donc bon, Ça va vite, quoi. Mais ça peut aller. après, pour l'instant, l'enveloppe est là. Ça peut, c'est pas forcément dans absolu figé, mais pour l'instant, elle est celle-ci. On avisera si on a beaucoup de demandes, voilà. On avisera. S'il manque, on avisera, mais on vous dira. Mais pour l'instant, elle est de ouais, 4 000 000, quelque chose, ouais, un peu moins. Mmh. 3,9 000 000, je sais plus. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, sur le fait à qui s'adresser, si vous avez une idée de projet, bah, ce sera nous, mais on y vient sur la suite de la présentation. Vous aurez les coordonnées, vous aurez nos coordonnées pour nous contacter. Alors, on va poursuivre parce que le temps tourne.
On va passer aux modalités de gestion du FSE. Vous revoyez bien tous Ouais. l'écran? Ouais, c'est bon? Alors, bon, là-dessus, on va Bon, aller très, très vite. oui, on fait vraiment Ouais. vite, c'est vraiment voilà, nous maintenant il n'y a plus de papier, tout est déposé sur e-Synergie. Ça permet d'avoir, c'est beaucoup plus simple de tout tracer, en termes d'audit, et d'archivage et cetera. Donc tout est dématérialisé. On essaye de mettre en œuvre le plus possible les coûts simplifiés. On en reviendra après, mais je pense que ça doit parler à beaucoup d'entre vous et on a alors c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, parce que, je vous disais qu'on voilà, la prise de risque fait qu'on ne vous oblige pas enfin, on vous oblige pas. Les résultats peuvent être incertains parce qu'on est sur de la nouveauté, on ne peut pas présager forcément de résultats dits positifs sur des actions qui se sont jamais faites pour l'instant. Mais la logique générale veut que la Commission européenne, elle tend quand même un peu à dévier un peu plus sur la logique du résultat, quoi et la remontée d'indicateurs, régulière. Donc comme je vous disais, c'est pas cette priorité n'est pas forcément directement concernée, mais ayez-le en tête que, l'évaluation, les indicateurs, une obligation de résultats et plus de moyens, on n'y est pas encore, mais on s'y achemine, un peu davantage pour un usage, plus raisonné et plus efficient, des fonds. Après, c'est un peu la logique, qui est en train de se mettre en place de manière, Génial. générale, voilà. Donc ça devrait vous parler, et puis surtout, ça on insiste et moi je suis très, très concernée par le sujet, la publicité est un élément, on devient intransigeant. C'est pas grand-chose, ça demande pas forcément un investissement démentiel pour vous, ni, intellectuel ni financier, sachant qu'en plus on peut le financer. La pub, la pub, la pub, la pub, la pub. Faut faire, je dirais presque de l'éducation. C'est pas que 3 logos, sur un fond d'affiche, plus petit, je pense que ça existe pas. C'est, mettre en avant, c'est en parler aux jeunes, c'est, l'afficher en grand. Voilà et maintenant avant c'était, on vous tapait sur les doigts parce que la publicité était, j'ai le mot minable qui me vient en tête, désolée. Maintenant, il y a une sanction financière et on n'hésite plus du tout. C'est-à-dire qu'en gros, c'est 3. On en reviendra après, mais c'est 3. C'est-à-dire qu'en gros, la publicité est déficiente ou, pire, inexistante, c'est 3 de toute la subvention. Donc c'est pas grand-chose. Nous, pareil, on peut vous aiguiller et la semaine dernière encore, on a eu, discussion et en fait, c'est pas une mauvaise volonté, c'est que parfois les porteurs ne savent pas. Et on leur dit: «Mais voilà, juste ça et c'est pas grand-chose». «Ah bon? Oui, bah oui». Enfin voilà, c'est vraiment quelques mesures, ça vous prendra pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment important. Voilà, je m'arrête là, mais j'insisterai. Donc les principes et bonnes pratiques, bon ça voilà, on est sur du classique, hein, transparence, sincérité. Toute dépense est justifiée, sauf si on est dans le cadre, alors dans le cadre des forfaits, on la justifie à l'instruction, mais pas à la certification, c'est le but des forfaits et un dossier unique dans un lieu unique, à savoir e-Synergie, pour ne plus avoir de perte d'infos à droite et à gauche. Voilà. Donc les OCS, options de coûts simplifiées, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça on s'en parlera, le cas échéant, mais sachez qu'on essaie de privilégier au maximum le 30 et le 40, ce qui fait que vous n'aurez à justifier que vos dépenses de personnel à la certification, pas au montage du dossier. À la certification, c'est une justification des dépenses de personnel et ensuite on forfaitise toutes les autres dépenses, qui est un réel gain de temps pour vous comme pour nous. Après, toutes les opérations ne sont pas, malheureusement, ne rentrent pas dans cette typologie. Parfois, et c'est beaucoup le cas sur la P9, ou c'est sur de l'événementiel, il y a beaucoup de dépenses de prestations, assez peu de dépenses de personnel. Donc forcément, si vous avez beaucoup de dépenses de prestations et peu de dépenses de personnel, c'est pas le 40 n'est pas rentable puisque, ce forfait, c'est 40 du montant des dépenses de personnel. Donc si vous avez un montant faible de dépenses de personnel, c'est pas rentable. Donc voilà, mais sachez que Ça existe.
Ça existe et on reviendra dessus. Le 15 c'est celui qui est de fait obligatoirement utilisé. Si vous rentrez pas dans le 40, dans le 30 et cetera, on a au moins le 15. C'est-à-dire qu'en gros, on prend vos dépenses de personnel, on multiplie par 15 et ça donne les coûts indirects. Tout ce qui est, charges qui sont difficilement rattachables et directement rattachables à votre opération. Pareil, on en reparlera, ça viendra après, quoi. Mais c'était juste pour vous dire, que ça existe. Voilà. Ensuite, la pub. Bon, bah, ça, on en a déjà parlé, mais Le ça, logo, c'est voilà, les parfait. logos et contextualiser, mettre en avant aussi par, voilà, la parole, les PowerPoint, l'éducation de manière générale. C'est pas que à poser un petit logo sur un flyer ou en bas à gauche, en Arial 2, sur une affiche, quoi. Et ne pas oublier d'en parler dans ses posts C'est ça. LinkedIn et des choses comme Ouais, ça. parce qu'on a Parce que encore vu des là, trucs. Ça mange pas de pain, c'est vous nous taguez sur les posts LinkedIn, vous taguez l'Union européenne, le FSE+, surtout quoi, tous les réseaux sociaux, sur le site internet, pareil, pas noyé dans les financeurs, en tout petit, c'est non, sur l'opération, c'est on attend du bah, c'est du 95%. voilà, plus c'est gros, mieux c'est. Voilà. Dans quel cas fait-on une demande de 40 charge de C'était sur les options de coût oui, simplifié, Céline. ouais, d'accord. Bah, on y reviendra peut-être après éventuellement. Vas-y, Ouais. dès qu'elle a fini, puis je répondrai à la question. Alors, sur les outils et contacts, donc on vous a mis l'adresse de Europe en Hauts-de-France, qui est vraiment la base à la fois documentaire et outils sur tout dépôt de dossier européen. Donc, vous pourrez trouver des dates. Alors, pour l'instant, il y a eu des dates pour le mois de janvier. Donc, les ateliers pour la prise en main de Synergie, ils viennent juste d'avoir lieu. Donc, il devrait y avoir de nouvelles dates qui seront proposées dans les semaines à venir. Vous trouvez un guide Synergie, un guide sur les obligations de publicité. Vous retrouverez le document de mise en œuvre. Enfin, vraiment tout type de support qui peuvent vous aider dans le montage de vos dossiers, en plus de nous, puisque effectivement, vous voyez en dessous, donc vous avez nos adresses email, donc la mienne et celle de Céline. N'hésitez pas, on est votre porte d'entrée. Vous nous contactez. J'ai vu passer une question sur une demande de rendez-vous. Alors, on va peut-être pas réussir à le faire là à l'issue, mais envoyez-nous un mail pour Ouais. demander les rendez-vous. Si vous avez déjà des idées de projet, on est ravis de savoir que vous avez déjà des idées et que vous souhaitez en discuter. C'est parfait. Contactez-nous, on vous répondra. Vous avez donc ce qu'on vous a dit, hein, le dépôt des demandes, c'est possible sur toute la durée de la programmation, donc qui a commencé au 1er janvier 2021. On est un petit peu 4 ans après, mais c'est pas grave. Vous pouvez aller donc jusqu'au 31 décembre 2027, à la limite près de ce que disait Céline, que le temps d'instruction et de discussion et de dialogue fait que ce serait bien que ce soit un peu en amont. On a des comités uniques de programmation, donc qui sont l'instance à laquelle est votée la subvention 4 fois par an, donc mars, juin, octobre et décembre. Donc en fonction du moment où vous présentez ou vous finalisez, surtout parce que il ne s'agit pas seulement de présenter votre dossier, mais qu'on ait fini de le travailler ensemble et que vous l'ayez déposé et qu'il soit instruit. Donc en fonction de cette arrivée de votre dossier, on l'inscrit à l'un ou l'autre de ces comités uniques de programmation. Et vous voyez, il y en a régulièrement. Donc là-dessus, on est en capacité de présenter les projets à plusieurs instances par an. Tout à fait. Un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les outils et puis surtout, contactez-nous. Voilà. Si vous avez encore des questions, on peut peut-être prendre. Ouais, quelques questions, ouais. Ouais, On peut je vais y prendre encore. répondre vite fait sur cette Ouais. histoire de demande de cas. En fait, le 15 c'est la base, c'est-à-dire qu'en gros, c'est celui qui est entre guillemets d'office. On prend vos dépenses de personnel, on multiplie le montant des dépenses de personnel, je dis n'importe quoi, vous avez 100 000 € de dépenses de personnel. On va vous attribuer de fait un forfait de 15 qui va couvrir vos dépenses dites indirectes, donc 15 000 €.
vous avez 100 000 € de dépenses de personnel multiplié par 15% égale 15 000 € de dépenses indirectes. Le 40%, en fait, c'est on va prendre vos dépenses de personnel, de RH, qu'on va multiplier par 40% et là, ça va couvrir toutes vos autres dépenses, directes et indirectes. Ça veut dire que vous n'aurez plus qu'une ligne dépenses de personnel et une ligne forfait de 40%. Alors, forcément, pour pouvoir rentrer dans cette typologie de forfait, il faut que vos dépenses s'y prêtent, c'est ce que je disais tout à l'heure, et que ça colle. Vous voyez, vous avez 100 000 € de dépenses de personnel, on multiplie par 40, du coup on vous donne 40 000 €. Ces 40 000 € sont voués à couvrir les dépenses indirectes et vos dépenses de fonctionnement, prestations, etc. Donc comme vous voyez, 40 000, c'est pas ça, 40%, ça peut paraître pas énorme. En fait, c'est rentable quand on a beaucoup de dépenses de personnel et peu de dépenses autres. Si vous avez beaucoup de dépenses de fonctionnement, beaucoup de dépenses de de prestations, et cetera, le 40% n'est pas forcément adapté. Donc en fait, ça, c'est défini dans le cadre de l'instruction. Après, on a beaucoup de Vous porteurs et n'avez pas forcément besoin de définir vous-même à quel type de forfait vous pouvez Oui, présenter déjà un plan de financement avec ce que vous envisagez comme dépenses. En fait, c'est plutôt la direction Europe qui va vous guider, qui va, après analyse, vous indiquer à quel type de forfait il serait plus intéressant de vous diriger. tout à fait. Après, j'oriente quand même, c'est-à-dire que le porteur de projet peut de Proposer. lui-même, en fait, proposer un plan de financement qui va se prêter, forcément. Si vous nous mettez 100 000 € de dépenses de personnel et 41 000 de dépenses autres, on va vous dire: «Ah! Magnifique, vous êtes client pour le forfait de 40%» et là, on va vous l'attribuer. Donc parfois, c'est mieux que si le porteur alors parfois, ça tombe comme ça et le porteur n'a pas fait exprès, on dit: «Bah, c'est impeccable, ça tombe bien pour le 30 ou le 40» et parfois, c'est le porteur qui va amener les choses, sachant que, je préfère prévenir, on évite les plans de financement avec 30 lignes de prestations, heu, en fonctionnement, l'intégralité de votre fonctionnement, c'est-à-dire qu'une ligne pour des BIC, une ligne pour des livres, enfin voilà, éviter les plans de financement à rallonge, passer des choses le plus possible dans les dépenses indirectes et si vous voulez tout nous détailler, OK, mais alors que ça passe dans un forfait. Parce que si on n'est pas dans un forfait, il faut tout justifier et que ce soit pour vous comme pour nous, c'est infernal, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on a déjà eu des dossiers où on a, 90, 100 lignes, 150 lignes. S'il y a pas un forfait derrière à justifier, c'est voilà, donc essayez si possible, soit d'avoir des gros postes de dépenses, soit d'utiliser, le forfait de 40% qui est certes contraignant à l'instruction, parce qu'on va vous demander des comptes, surtout. Par contre, à la certification, c'est bonheur. C'est que vous fournissez des fiches de paye et c'est tout. Et puis après des trucs de résultats, des livrables, et cetera, mais il y a plus à fournir, les devis, les factures, enfin tout ce que vous pouvez avoir et qui est extrêmement fastidieux pour vous comme pour nous, quoi. Par contre, on vous l'offrira pas à l'instruction, parce que forcément, si on vous fait un espèce de chèque en blanc à la certification, et bah, forcément à l'instruction, on est un peu plus regardant, quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez encore d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées sur le chat. Non, Donc, non, effectivement, de non, toute façon, donc nous, on va envoyer le support, comme je le disais, à tous les participants. Il y avait une demande aussi de le renvoyer à toute la liste de diffusion qu'on avait invitée aujourd'hui, donc on pourra le faire sans souci. Et voilà, la suite, c'est vos idées et vos ouais. contacts avec nous. Hésitez pas et pareil, on préfère en fait si vous pouvez, avant qu'on ait un rendez-vous, visio parce que, bah, voilà, c'est parfois compliqué de trouver des créneaux, tous ensemble, on en a déjà pas mal. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit document écrit de de quelques lignes où vous présentez un peu votre idée, un début d'idée de plan de financement, votre public, enfin voilà, 1 page, 2 pages de PDF, de Word, heu hésitez pas et comme ça nous fait une espèce de base et après on vous dit: «Bah, là, on est sur une bonne piste, rencontrons-nous»
en visio ou en présentiel, mais rencontrons-nous. Ou alors parfois on va vous dire: «Bah là, c'est pas du tout ce qu'on recherche, revoyez votre copie, allez plutôt par-ci, par ici ou par là et après revenez vers nous» et voilà, on chemine comme ça. Mais on essaye quand même d'avoir un document écrit de base, afin d'être le plus efficace dans nos échanges. Voilà. Avec vos exemples? Oui, non, c'était pour demander remettre les explications sur les 40 et les 15% Oui, qu'on a fait défiler un peu vite, mais du coup, oui, ce sera sur le support envoyé et vraiment, pour l'instant, vous ne vous concentrez pas là-dessus, concentrez-vous sur vos projets. ouais, Là-dessus, on vous guidera quand on sera en contact avec vous. tout à fait. De rien. Bon, bah, écoute, je pense qu'on Voilà. Oui, est on va déjà pas pouvoir mal. conclure effectivement Ouais, ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Alors, désolé pour les petits soucis techniques, mais en tout cas, n'hésitez pas, on est là pour la suite et tout à fait. travailler avec vous. Merci à vous en tout cas, merci pour votre écoute et puis on espère à très vite.